Et donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-David Rezaïov. Donc, je suis un des cofondateurs d'Agora Alliance, l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'organiser ce webinaire action autour du thème de la cybersécurité. On sait que c'est un sujet à la fois très populaire et très mal connu. Donc, on s'est dit que ça aurait du sens de traiter ce sujet-là. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs panélistes aujourd'hui. Donc, d'abord, Sarah Griby, qui est la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Lou une robe, Lou un tux, et qui est un concept store en fait qui offre des locations de milliers de vêtements pour vos soirées, vos galas, vos soirées d'affaires, aussi vos mariages. Et elle va nous témoigner un peu de son expérience qu'elle a subi, on va dire, les affres d'une cyberattaque. Ensuite, le plaisir d'accueillir aussi Émile Manson, qui est une spécialiste de la prévention des fraudes et de la cybersécurité. Elle est présidente et fondatrice de EM Développement, avec une mission, on va dire, de former les entreprises aux meilleures pratiques en ligne pour repousser les fraudeurs et les pirates informatiques. Avec plusieurs activités, elle enseigne nos certificats en cybersécurité de Polytechnique à Montréal, avec un champ étendu de compétences à la fois en criminologie, en cybercriminalité, en criminalité financière, notamment dans le domaine bancaire. Et enfin, Bertrand Milot. Bertrand Milot est le président et le fondateur de la société d'innovation en cybersécurité et cyberdéfense, Bradley Rollins. Bertrand est, on va dire, un vieux briscard de la cybersécurité, dans le sens où ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans ce sujet-là, en gestion de la sécurité de l'information, des risques et de la gouvernance en sécurité d'entreprise. Il a mené plusieurs opérations et plusieurs cyberenquêtes très, très importantes liées à des incidents majeurs de cybercriminalité, et notamment dans des cas d'attaque globale et de compromission par des rançongiciels, ou ransomware en anglais. Et donc, on remercie aussi Bradley Rollins qui soutient ce webinaire aujourd'hui, qui va traiter d'un sujet qui concerne tout le monde et sur lequel on a une connaissance plus ou moins, je dirais, approfondie de ce qui nous attend ou nous attend pas, si tant est qu'on s'y prépare. Donc, je vais commencer peut-être par donner la parole à Bertrand. Bertrand, au niveau du Canada et du Québec, est-ce qu'on est les mieux lotis ou les moins bien lotis par rapport au risque de cybersécurité? Est-ce qu'on est tous égaux face au risque de la cyberattaque? Eh bien, Jean-David, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes depuis plus de 2018 et même bien avant ça. J'aimerais rappeler que les ransomware ont commencé à faire leur travail de SAP au sein des industries à travers le monde entier depuis 2010. Donc, il y a plus de 11 ans de maturité des cybercriminels en gestion de la rançon. Donc, ça fait plus d'une décennie que les cybercriminels sont bien habitués. Et l'autre enjeu lié au rançongiciel spécifiquement, c'est que le Canada et le Québec souffrent d'une désuétude naturelle et une gentillesse naturelle pour payer la criminalité. Et cette gentillesse naturelle, malheureusement, elle se traduit par des paiements réguliers de la criminalité. Donc, si vous regardez un petit peu cet écran, eh bien, vous allez voir que ça, c'est une étude qui a été parue par Osterman Research sur plusieurs entreprises à travers le monde. Et vous pouvez le télécharger en ligne. Et Osterman Research a mis en lumière que le Canada fait partie, donc vous voyez la barre jaune, à plus de 75%, puisque le chiffre exact est 77%, de paiement de rançon individuel, corporatif, tout confondu, pour le Canada, contre moins de 5% pour les États-Unis, puisque le FBI a donné très tôt son ordre de ne surtout pas payer les rançons, et une moyenne de 25% en Europe. Là, vous voyez juste les barres de l'Allemagne et de l'Angleterre, mais vous voyez qu'on est les grands gagnants du paiement de rançon. Donc, naturellement, si vous vous posez la question des statistiques, où se trouve la plus importante quantité de rançons à travers le monde, eh bien, c'est aux USA. Pourquoi aux USA? Parce que, naturellement, il y a plus d'entreprises, il y a plus de densité de population. Donc, en termes de volume d'attaques, il y en a plus aux États-Unis. Comme pour les ovnis, c'est pareil, ils atterrissent tous aux États-Unis.
Mais en termes de qualité de victime, le Canada est le grand gagnant. Donc, il y a beaucoup plus de rançons payées et dans des industries, malheureusement, qui ne sont pas celles qu'on attend, c'est-à-dire l'industrie financière peut être une victime, mais l'industrie financière a de quoi se protéger. Si on prend l'exemple de Desjardins, Desjardins, c'est beaucoup de budget en cybersécurité, d'ailleurs, depuis l'incident que vous connaissez tous. Donc, ce serait comme écraser une voiture sur la Grande Muraille de Chine, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, ceux qui sont attaqués, ce sont les clients des banques, donc des entreprises plus modestes, des PME, puisqu'il y a toujours quelque chose à perdre dans ces entreprises-là, en bloquant une chaîne de production ou en bloquant un système informatique corporatif. Ça marche très, très bien. Dans ce cas précis-là, bah, naturellement, vous avez des entreprises peut-être de 100, 200, 300 personnes qui vont être des victimes privilégiées et pour lesquelles il y a une désuétude naturelle du système informatique. Cette désuétude, elle est globale au Québec, malheureusement, et au Canada. Juste pour vous donner un chiffre qui fait peur, le record de rançonnage est arrivé il y a quand même peu de temps, puisqu'on parle de 2020-2021. Sur une attaque qui a eu lieu sur un processeur de viande, donc un transformateur de viande, la société JSB, où les cybercriminels ont demandé jusqu'à 70 millions de rançons, 70 millions de dollars, ça fait une belle somme déjà, et 11 millions ont quand même été payés par l'entreprise pour supplier les cybercriminels d'arrêter l'attaque. Donc, quand vous avez ces chiffres-là, vous vous rendez compte que, naturellement, la victimisation est rentable. On parle d'une moyenne de 3 à 4 000 % pour les campagnes de rançonnage, de rentabilité pour les cybercriminels. OK. Donc, en fait, en s'attache, je dirais qu'il y a un aspect à la fois de désétude informatique, il y a un aspect aussi de comportement. On dit les Canadiens sont gentils, entre guillemets, et en fait, se sont forgés une mauvaise réputation dans le sens où ils ont payé très tôt et ça attire, entre guillemets, les pirates, les hackers, en se disant ben, on va aller là où c'est le plus facile, où il y a plus de chances d'être payé, en fait. Oui, la tendance existe depuis 2016 au Canada de payer régulièrement les rançons. OK. Parfait. Alors là, on a vu la partie macro. On va prendre ce webinaire un peu dans le sens micro. Sarah, qui est entrepreneur, donc qui a subi justement ce type de désagrément, je souhaitais te poser la question un petit peu en synthèse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça s'est, voilà, qu'est-ce que tu as vécu au sein de ton entreprise? En fait, merci pour le témoignage parce que c'est quand même flippant. Je pense que voilà. Mais moi, ce qui m'est arrivé en fait le 25 juillet de cette année, donc mon compte Facebook personnel a été piraté. Et puis, ce que j'ai pensé au début qui était un bug, en fait, s'est révélé être bien plus dangereux, puisqu'en fait, mon compte Facebook personnel était relié à mon compte professionnel Lou une robe. Et donc, le hacker, ce qu'il a voulu faire, c'était de passer par le personnel pour aller récupérer ma carte de crédit et des accès sur le compte professionnel. Ce qu'il a réussi à faire, il a pris 750 $, puis il a réussi à me faire bannir de Facebook. Il m'a fait passer pour une petite fille de 13 ans. Et donc, Facebook a complètement tout shut down en disant que c'était pour me protéger. Ça ne m'a pas protégée du tout. J'ai perdu 20 000 abonnés. Je n'avais plus accès à mes pages. Moi, tout se fait aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été assez dur. Ouais. OK. Emeline, par rapport à ça, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que ce soit évité? Toi qui accompagne les entreprises justement dans les bonnes pratiques pour éviter ce type de désagrément, qu'est-ce que tu aurais pu recommander si tu avais connu Sarah avant? Oui, écoute, juste de réentendre l'histoire de Sarah, ça me redonne des frissons. Donc, à quel point toutes les émotions qui viennent sont pas du tout évidentes. Puis, Sarah a été tellement transparente dans tout le processus. Donc, je tiens à te le dire de nouveau. Déjà, en partant, j'ai envie de dire que j'ai envie de démystifier un petit peu les types d'attaques. On sait pas, il y a deux types d'attaques. Il va y avoir des attaques qui vont être aléatoires, des attaques ciblées. Et généralement, quand on est des petites entreprises, on se dit, oh, pourquoi est-ce que j'intéresserais, moi,
les attaquants, pourquoi j'intéresserais les cybercriminels? Déjà en partant parce qu'il y a justement ce type d'attaques qui sont aléatoires, dans le sens où est-ce que c'est pas nécessairement ce qu'a vécu Sarah, je pense, mais pour mettre la table, qui vont être typiquement des courriels ou des messages, ou est-ce que on est dans la loupe d'un bassin d'autres utilisateurs qui recevront cette communication-là, et puis ben, on clique dessus, et puis la vie est belle, jackpot pour le cybercriminel. Donc il y a ce type d'attaque-là, et ensuite plus ciblé, ça ressemble vraiment plus à de l'acharnement et à quelque chose de très ciblé chez Sarah. Et puis, j'ai pas nécessairement les détails de tout ça, mais moi, il y a une chose qui me vient en tête et je le vois avec beaucoup de clients, c'est au niveau de l'authentification sécurisée, au niveau des mots de passe, au niveau des doubles facteurs d'authentification. C'est vraiment des choses sur lesquelles on martèle. Donc, avoir un mot de passe unique, à avoir un mot de passe robuste. Donc, robuste, moi, généralement, je dis 18 caractères minimum, puis là, les gens, ils me regardent avec des gros yeux, mais un mot de passe robuste avec plusieurs caractères, unique aussi, c'est-à-dire que qu'on ait notre mot de passe d'Amazon et notre mot de passe de Facebook ne soit pas le même, parce que si Amazon est victime d'une fuite de données et que mon mot de passe a fuité, c'est sûr que mon ami cybercriminel, il va l'essayer partout, ce même mot de passe. Donc, est-ce que ça aurait pu éviter? Je ne sais pas, je n'ai pas les détails nécessairement, mais en tout cas, c'est des choses qu'on met de notre côté de plus en plus pour éviter ce type d'attaque. Mot de passe unique et robuste, mais aussi au niveau du double facteur d'authentification, qui est, pour le bénéfice de toutes et tous, le double facteur, c'est ce texto ou ce code qu'on reçoit par texto, justement, qui est, comme son nom l'indique, un double facteur. C'est-à-dire que même si la personne a mon courriel, a mon mot de passe, il lui manque quand même un autre élément pour arriver à accéder à la plateforme derrière. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai envie de démystifier un petit peu le code qu'on reçoit par texto versus le code qu'on peut avoir via une application génératrice de code. Il y en a un qui est plus sécuritaire que l'autre, qui va être l'application génératrice de code. Pourquoi? Parce que le texto va être la faille possible du texto, sa vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle le SIM swap, donc un peu le détournement de carte SIM, où est-ce que mon ami fraudeur, mon ami cybercriminel, qui veut me cibler, moi spécifiquement, Emeline, il va appeler Vidéotron, puis faire rediriger en fait mon numéro, ma ligne téléphonique vers une autre carte SIM. Donc c'est possible, il se personnifie, il se fait personnifier, il se fait passer pour moi aux yeux de Vidéotron, et à partir de là, il a accès au fameux texto que je reçois sur mon téléphone. Donc, c'est peut-être pas l'entièreté de la réponse, mais en tout cas, c'est des pistes, trois éléments en fait qui peut-être auraient pu aider, éviter ou rendre la tâche plus complexe au cybercriminel, de sorte à ce qu'il se démotive finalement puis qu'il aille chercher quelqu'un d'autre. Ça serait mon ajout. Merci Emeline. Alors, ça me permet de faire le lien, peut-être une question pour toi Bertrand, c'est quand on voit un petit peu ce qui est arrivé à Sarah, qu'est-ce qui fait qu'elle a été visée plutôt que quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des facteurs, des critères qui font qu'un pirate, un hacker va plutôt privilégier une cible plutôt qu'une autre? Alors, malheureusement, il y a la fausse question du pourquoi moi. Le pourquoi moi est une fausse question. Pourquoi? Parce que les cybercriminels, jusqu'à très très loin dans l'attaque, ne connaissent pas forcément l'identité de la victime. Et j'ai tendance à dire que ça ne rentre même pas dans leur business model. Le principe est qu'une entreprise qui est victime d'une cyberattaque, sans qu'elle le sache, la monétisation de cette victime-là a eu lieu bien en amont de la rançon qui lui est présentée, ou de la demande de rançon qui lui est présentée. Dans le cas de Sarah, on a affaire avec ce qu'on appelle un ATO, un account takeover. Un account takeover, donc la prise en main d'un compte, ça peut être un compte utilisateur, ça peut être un compte bancaire, ça peut être tout type de compte. En fait, un ATO peut être n'importe quel type de compte, mais compte Facebook évidemment. Mais il faut comprendre qu'il y a différents types d'attaques et Emeline est experte là-dedans. Donc, ça peut être des attaques par cyberfraude, des attaques par purement technologiques. Et ces attaques-là, en fait, toutes ces diversités d'attaques sont discutées en amont par les cybercriminels pour établir une stratégie. Donc, il y a beaucoup de cas où des victimes d'hier de ransomware sont devenues des victimes de cyberfraude l'année d'après à date anniversaire, quasiment. Pourquoi? Parce que il y a cette monétisation a lieu et des reventes de cas de victimes se font régulièrement. Donc, il faut imaginer ça en plusieurs étapes. Première étape, il y a une prise en charge de l'ensemble des données qui se trouvent sur une victime potentielle sur le dark web.
Ces données-là sont corrélées, sont regroupées. Parfois, c'est même fait avec de l'intelligence artificielle côté cybercriminel pour corréler ces données. Une fois que ces données sont corrélées et classifiées, elles sont revendues à une autre organisation criminelle qui a pour but de faire ce qu'on appelle du dropping, donc littéralement de commencer à mettre des petits maillons à vue légitime au niveau technologique, ça peut être au niveau même des widgets de Facebook. Donc on se rapproche tout doucement des victimes. Là encore, la victime, elle est quasiment anonyme pour le cybercriminel, ça n'a pas d'intérêt pour le cybercriminel. Et une fois qu'on se rend très très proche de l'attaque, bah, c'est là où on va commencer à s'intéresser à l'organisation et de savoir si elle va être capable de payer pour déterminer la campagne de rançon la plus adaptée ou l'attaque la plus adaptée. Ok. Tu mentionnais le terme de dark web, on en entend tous parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est le dark web. C'est quoi le dark web où justement les gens échangent les données ou échangent les profils de cibles? C'est quoi le dark web? Alors, le dark web est vu souvent comme une petite rue sombre d'une grande agglomération. C'est une très mauvaise perception. Le dark web est énormément plus grand avec le deep web que le web de surface. Pour le dark web spécifiquement, on parle de 14 à 15 fois la masse de données du web surfacique. Pour ce qui est du deep et dark web, donc c'est-à-dire toutes ces données non indexées dans Google ou par votre furteur favori, eh bien, on parle de 550 fois plus grand que le web surfacique. Donc, quelqu'un qui vous dit j'ai fait une recherche sur toi sur Google, ben, c'est un fait. Il y a de l'information sur beaucoup d'entre nous. Sur le dark web, il y a encore plus d'informations, dans certains cas même plus intimes, sur nous. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la même vue que les cybercriminels. Ok. Si je reviens vers toi, Sarah, quel a été l'impact de ce désagrément, si je peux dire ça comme ça, sur tes opérations, sur ton activité? J'aimerais juste revenir sur une petite chose. Moi, à ce moment-là, j'avais fait la double authentification avec ce qui est par email, avec Authentificator. Google Authentificator, et finalement il avait réussi à passer, alors aujourd'hui je le fais avec SMS, mais bon, ça sera une autre histoire. Et en fait, j'avais remarqué qu'il y avait des petites attaques déjà depuis un petit moment en réalité. J'arrivais toujours à récupérer, avec le peu de connaissances que j'avais quand même réussi à récupérer mes choses, mais la plus grosse a été celle de Facebook. Donc, pour en revenir aux opérations, c'est simple en fait. Moi, c'est beaucoup de… les femmes aiment ça, voir des stories, les hommes aussi, parce qu'on travaille pour… on fait les hommes et les femmes, hein, on fait des vêtements de gala. Et donc, le fait de ne plus avoir de story, de ne plus avoir de Facebook, de ne plus poster, moi, j'ai senti quand même comment dirais-je, une diminution par rapport à ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué aux gens de faire vraiment très attention parce qu'on pense qu'on est protégé. Justement, moi, avec le Google Authentificator, je pensais que c'était suffisant. Mais le temps qu'ils m'envoient le mail, moi, c'est plus facile pour moi un SMS. Mais là, tu me fais peur. Donc, je me dis, Evelyne, donc là, je me dis, mince, bon, comment on fait? Mais j'ai essayé d'en parler à un maximum de monde. J'ai perdu les photos sur ma page personnelle. Moi, je suis immigrante, donc je mettais mes photos personnelles ou en tout cas de voir des souvenirs. Donc, j'avais un peu perdu tout ça. Et puis, bien sûr, professionnellement parlant, j'ai eu une réduction de mon activité sur louer une robe, louer un tux. Alors, je voulais vraiment en parler à un maximum de gens, puis de faire cette vidéo. Et ça m'a énormément attristée parce que j'ai eu beaucoup de témoignages après de personnes qui me disaient « Mais comment tu as fait pour récupérer tes comptes? Moi, j'ai tout perdu, je suis une start-up dans le miel. » Une autre qui… Puis là, j'étais comme « What the hell? Il se passe quelque chose là, puis c'est encore plus gros que ce que je pensais. » Et puis voilà, je ne sais pas… Ok. Est-ce que tu as eu le moyen de mener une enquête ou d'essayer d'identifier la source de cette attaque ou… En fait, au départ, quand j'ai regardé après sur mes emails indésirables, c'était une attaque soi-disant d'Inde, je ne sais pas trop. Mais en fait, quand j'ai récupéré mes comptes, même pas une semaine après, on a réessayé de me prendre mon Instagram cette fois-ci, à peine une semaine après avoir récupéré mon compte. Okay. Donc, non, je n'ai pas vraiment fait d'enquête. Non, j'avais vraiment pas le temps.
Alors, ça, c'est une question. Emeline, j'ai deux questions qui me viennent. Déjà, est-ce qu'on a moyen de faire des enquêtes? Est-ce que ça, c'est des choses qui se font? Et sous quelle forme? Et la deuxième question que j'aurais à te poser, c'est par rapport à ce que nous dit Sarah, est-ce qu'on voit des tendances d'attaque? Est-ce qu'il y a des modes dans les attaques? Est-ce qu'il y a des modalités qui sont dominantes à un moment donné, qui disparaissent, qui sont remplacées par une autre modalité? Écoute, pour répondre à ta première question par rapport aux enquêtes, oui, c'est faisable. Il y a à la fois en portant plainte, moi j'encourage vraiment chaque entreprise à aller porter plainte parce que sinon, le crime qu'on a vécu n'est pas répertorié dans les statistiques, puis après, c'est pas représentatif, hein, parce que typiquement, on a pas revenu, mais Statistique Canada qui nous disait en 2019 qu'il y avait 21% des entreprises qui avaient été attaquées par un cybercriminel qui avait vécu une attaque. Mais 21%, quand on regarde ça, on dit « Oh, une entreprise sur 5, c'est pas si mal que ça. » Ouais, mais quand la plupart des entreprises continuent de ne pas déclarer à la police, ça fait en sorte que notre statistique n'est pas du tout relative, mais qui n'est pas du tout représentative en fait de la réalité. Donc, des enquêtes sont possibles via la police, oui, mais via peut-être des bureaux d'enquête privés aussi. Donc, au même titre qu'il y a quelques temps, on allait chercher comment dire, un enquêteur pour regarder est-ce que ma femme a une liaison ou peu importe, ben, à ce même titre, ces entreprises-là, ces firmes-là peuvent faire des enquêtes à ce niveau-là. C'est sûr qu'après, c'est des sous, c'est des coûts, puis les résultats, qu'est-ce que ça va nous donner, qu'est-ce que ça va nous amener. Il y a toute la notion de transcontinentalité aussi quand c'est des personnes qui sont à l'extérieur et puis que là, la réglementation n'est pas la même qu'au Canada, donc ne serait pas punie nécessairement de la même façon non plus. Donc, beaucoup de frustration à travers tout ça. Pour ta seconde question qui est au niveau… pardon, est-ce que j'ai été trop vite? Ça va? Non, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des tendances, est-ce que tu observes des tendances de type de menaces à travers le temps? Oui, moi, je vois vraiment beaucoup au niveau de l'hameçonnage. Au niveau de l'hameçonnage sous toutes ses formes. Et puis tout le monde à qui j'en parle, oh, Emeline, on sait, l'hameçonnage par courriel, on sait, on est sensibilisé. Maintenant, on voit l'adresse courriel et tout. Oui, mais l'hameçonnage se fait de plus en plus hors courriel aussi maintenant. Donc moi, une entreprise qui me dit « Oh, t'inquiète, on fait des campagnes de phishing pour nos employés. » Oui, mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça. De l'hameçonnage, on en reçoit par texto aussi. On reçoit des textos qui contiennent des liens ou des choses qu'on ne devrait pas cliquer dessus. Et encore pire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, où est-ce que, là où est-ce que c'est encore pire aussi, c'est comparativement à un courriel qui provient d'une institution qui est très impersonnelle, où est-ce qu'on va vite se dire que « Oh, ça ne me concerne pas, je ne vais pas cliquer dessus, j'ai ce pas de recul. » Ben, sur les réseaux sociaux, ça va être de plus en plus personnel. Pourquoi? Parce que c'est des gens dans notre réseau, des gens autour de nous qui se font eux-mêmes pirater. Et donc, je reçois un message qui provient d'une personne connue, qui est personnelle. Et à ce moment-là, je vais peut-être avoir plus tendance à y répondre et à vouloir être serviable, à vouloir aider cet individu-là. L'enjeu que je vois aussi beaucoup avec l'hameçonnage, c'est toute la notion de mobilité. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on est très sensible quand on est sur notre ordinateur, on reçoit un courriel, on reçoit un message, on va vraiment avoir ce pas de recul quand on est sur l'ordinateur de dire « Oh, c'est bizarre. Oh, peut-être que je ne devrais pas cliquer. » Donc, on a ce pas de recul-là. Mais là où est-ce que je vois qu'on a de moins en moins de pas de recul, c'est quand on est sur mobile. Quand on est sur nos petits gadgets, quand on est sur nos téléphones, on n'a plus la même sensibilité à tout ça. Je reçois un mail et je reçois un message sur LinkedIn, peu importe, je vais peut-être avoir trop tendance à cliquer facilement et bon, ce qui engendre, ce que ça peut engendrer. Donc, je dirais vraiment au niveau de l'hameçonnage, il y a un gros chemin à faire de dire oui, mais c'est plus que par courriel, ça a évolué. Et puis, quand on pense aux rançongiciels, les rançongiciels, généralement, il y a une grosse porte d'entrée et au niveau de justement, ça passe par de l'hameçonnage, ça passe par une pièce jointe, ça passe par un lien. Et on le voit dans les attaques, c'est de plus en plus personnel, c'est de plus en plus ciblé si on pense à la fraude au président aussi. Et la fraude au président, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un qui me dit « Oh, ça existe encore ça ?» Je dis « Mais oui, plus qu'on le pense, puis c'est une porte d'entrée qu'on donne aux pirates qui est énorme. » La fraude du fournisseur aussi, qui est vraiment plus sournoise. Et je prends le temps rapidement de l'expliquer parce que même moi qui ai étudié en cyber-enquête en 2017, on n'en parlait pas de ce type de fraude-là. Puis encore aujourd'hui, mes étudiants, je leur en parle, ils n'en ont aucune idée de ce que c'est. Donc, j'aime mieux l'expliquer. Donc, c'est beaucoup plus sournois. C'est l'idée de, en fait, mon fournisseur se fait pirater. Et là, le pirate qui a pris le contrôle de la boîte courriel du fournisseur va envoyer des factures au client. Et là, avec une petite mention, bien entendu, de dire « Hey, on a changé de compte bancaire. La prochaine fois que vous nous faites un paiement, faites-le plutôt à ce compte-là. » Donc là, qu'est-ce qui arrive? Nous, on regarde, on fait nos vérifications. Oh, ben, c'est le même courriel que d'habitude, c'est la même signature, c'est la même chose. Et on envoie le paiement à ce nouveau compte bancaire-là.
Et ce qui arrive, c'est que j'envoie les fonds directement aux fraudeurs. Donc là, j'ai deux victimes. J'ai mon fournisseur qui n'a jamais été payé, qui a été piraté et tout ce qui s'ensuit. Et on a le client aussi qui a payé, mais à la mauvaise personne. Et là, alors je vous épargne les détails parce que je travaille dans le domaine bancaire et c'est des dossiers tellement complexes quand on a des clients qui sont victimes à ce niveau-là parce que les banques un peu se dégagent de cette responsabilité puisque les banques ont fait aucune manipulation, c'est aucunement l'erreur de la banque, c'est vraiment purement, bon, donc moins évident, mais tendance, ouais, j'aurais tendance à dire, tendance, à dire ces éléments-là, c'est ce qui me vient en tête et ce que je vois le plus autour de moi. Quand je posais tout à l'heure la question, je te posais la question sur l'enquête, il y a François qui pose la question, qui dit, mais quel est l'intérêt qu'on pourrait avoir si on fait une enquête? Imaginons qu'on trouve la source de l'attaque. Quels sont les recours? Est-ce qu'il existe des recours par rapport à ça? C'est pas évident. Et puis Bertrand, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus aussi. Mais moi, le premier réflexe que j'aurais tendance à dire, c'est qu'est-ce que ça apporte? Nous, en tant qu'individu, quel serait l'avantage? C'est d'obtenir réparation. Mais est-ce qu'on obtient vraiment réparation quand justement on est dans des juridictions, on est dans des pays différents et que à quel point est-ce que les autorités des deux pays, entre le Canada et, admettons, je ne sais pas, un autre pays, la Russie, par exemple, à quel point est-ce qu'ils collaborent quand on a des criminels d'un côté de l'autre? À quel point est-ce qu'on va pouvoir vraiment, finalement, obtenir réparation? C'est ça qui est très, très dur et très démotivant aussi dans toutes ces démarches-là. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand, de ce point-là, sur les recours possibles et la détection de la source de l'attaque? Oui, je vais vous faire une analogie qui est un peu malheureuse. Imaginez que vous avez un de vos enfants qui se met à consommer de la drogue. Alors, votre premier réflexe, c'est de trouver qui lui a vendu la drogue en question. Et puis là, vous vous retrouvez un vendeur de quartier, et ce vendeur de quartier n'a aucun intérêt. Littéralement, aucun intérêt. Et c'est tout le problème, c'est que je dis souvent que la cybercriminalité est une criminalité qui a juste fait sa transformation digitale. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, puisque la cybercriminalité est rentable, extrêmement rentable. Donc, ce sont des organisations criminelles traditionnelles qui se sont améliorées digitalement, avec des outils infonuagiques, avec des outils internationaux. Et il faut comprendre que ce sont des organisations qui sont littéralement internationales, mais il y a une criminalité locale. Si on parle de Netwalker, qui est un des groupes cybercriminels qui a beaucoup œuvré dans le rançongiciel, en 2020 et en 2021, Netwalker, l'un de ses troopers se trouvait au Québec et bossait pour une instance gouvernementale et a été arrêté aux abords de Gatineau. Donc, penser que la cybercriminalité est juste une affaire internationale commanditée par des Russes, des Chinois ou autres, on est dans le cliché, comprenez-le, on est sur une cybercriminalité qui est littéralement internationale avec des abords locaux. Pour faire un peu de pouce sur ce qu'a dit Emeline sur la fraude, sur les cyberfraudes existantes, il y a aussi la fraude aux techniciens bancaires qui a beaucoup touché d'organisations, de PME au Québec, à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et la fraude aux techniciens bancaires consiste à imiter le technicien bancaire de l'entreprise et de faire tomber les contrôles de double facteur par téléphone et avec une incidence de prise en main du endpoint, donc de l'écran de l'ordinateur du contrôleur de gestion ou du comptable à l'interne de l'entreprise. Et la fraude aux techniciens bancaires, typiquement, c'est une cybercriminalité qui est aussi locale, puisque la personne qui appelait se faisait appeler Pierre Côté. C'est pour ça que je l'ai appelé la fraude Pierre Côté. Si vous cherchez fraude Pierre Côté, vous allez trouver quelques-uns de mes écrits. Mais il y a une réalité là-dessus, c'est que ce Pierre Côté en question, il avait un accent québécois pur laine, et on parle bien d'une fraude avec de la criminalité locale. Alors, toi qui connais cet environnement, je dirais, parce que vous êtes spécialisé chez Bradley Euronis dans la cyberdéfense et les cyberattaques, est-ce que d'expérience, lorsqu'il y a de l'implication locale, est-ce qu'on sait faire la part des choses entre, on va dire, les hackers ou les pirates qui n'ont aucun lien avec la cible, ou est-ce qu'on mesure des fois, on le voit, il y a eu un cas chez Desjardins de fuite de données qui était un collaborateur,
Est-ce que ça peut être un concurrent? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui est en proximité avec l'entreprise et qui va mener l'attaque? Est-ce qu'on sait faire la part des choses entre je dirais le hacker déconnecté de la cible ou celui qui a déjà un lien de prédilection Alors, avec la réponse cible? A, réponse B, réponse C, réponse D. Réponse D, toutes ces réponses sont possibles. Réponse D, toutes ces réponses sont possibles. C'est là, c'est là où le bas blesse, c'est que malheureusement, c'est jamais une seule théorie, c'est un mélange de plusieurs contextes. Et dans certains cas, le trooper, donc l'espèce de revendeur à la sauvette avec lequel je faisais l'analogie tout à l'heure, le trooper qui est en bas, le e-trooper, parfois ne sait même pas qu'il est en train de faire quelque chose d'illégitime. Et il faut savoir que dans beaucoup de cas de blanchiment d'argent, et là pour le coup c'est Emeline qui est bien plus compétente que moi, mais dans beaucoup de cas de blanchiment d'argent, le trooper qui fait les microtransactions qui permettent justement de dissimuler rapidement les montants rançonnés, ne sait même pas qu'il travaille pour une organisation criminelle. Pour lui, c'est un simple travail de secrétariat qu'il a trouvé sur une petite annonce pour lequel il a eu un entretien par visioconférence avec un monsieur en cravate tout à fait sérieux et une entreprise qui paraît légitime. Donc, aller essayer de courir après tout ce petit monde-là, c'est ce que j'expliquais en début d'année. Le FBI a couru après beaucoup de petites organisations criminelles, a réussi à supprimer ce qu'on appelle les primos, donc quelques têtes, mais c'est une hydre. C'est-à-dire qu'on supprime une tête, il va s'en créer. Tous les dossiers de victimes de ces primos-là ont été recyclés et réutilisés par des plus petites organisations criminelles. Donc, est-ce que c'est peine perdue? Je dirais, pour essayer de redresser la cybercriminalité, oui, c'est un peu peine perdue. Je ne pense pas qu'on y arrive. Mais par contre, il faut investir beaucoup plus d'argent sur nous cybersécuriser nous-mêmes, aussi bien nous en tant que personnes que les entreprises. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu ressens, toi, au niveau international, une vraie prise de conscience des États? Parce qu'on a vu là dernièrement, je crois que c'est au Québec, où il y a un projet de monter un ministère de la cybersécurité. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des États avec une volonté de sanctions, je dirais radicales, pour essayer de dissuader une partie des acteurs du dimanche, on va dire? Il y a la certification cybersécuritaire Canada qui va permettre d'établir une norme minimale. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, bien sûr, mais je le dis souvent, en 2021, et dans les années à venir, ça va être la même chose, la cybersécurité est malheureusement extrêmement mesquine. C'est-à-dire que le fait d'être cybersécuritaire, c'est d'être plus sécuritaire que le voisin. Et d'espérer que ce soit son voisin qui se fasse toucher avant nous. Alors, je dis bien, c'est mesquin, c'est horrible de ma part de dire ça, mais c'est une triste vérité. Et c'est très individualiste, mais c'est une réalité. Donc, c'est celui qui a la posture la plus faible qui se fait attaquer en premier, bien sûr. OK. Avant de revenir vers Sarah, juste une petite question, Emeline. C'est une question qui a été posée par Mathieu, qui dit, mais souvent, on a des liens qui ne sont pas HTTPS. Est-ce que le fait de recevoir des liens HTTPS, c'est une garantie de sécurité aujourd'hui? Très bonne question et la réponse courte que je vais élaborer, bien sûr, ce n'est pas une garantie. Pourquoi? Parce que la différence entre la notion de HTTP et HTTPS, c'est le S pour sécurité. C'est un protocole de sécurité. Mais encore là, la sécurité est relative parce que c'est un protocole qui peut être acheté par n'importe qui gère un site web. Donc, à ce moment-là, mon fraudeur, mon pirate informatique pourrait très bien avoir acheté le nom de domaine, mis en place son site web et payé pour le protocole HTTPS. De sorte que, ben oui, certainement, parce que le protocole HTTPS, qu'est-ce que ça fait? Ça vient chiffrer la communication, ça vient chiffrer ce qui se passe sur le site web. Si quelqu'un l'intercepte, HTTPS, ben, ça va être illisible, ça va être écrit dans une langue incompréhensible. Ça va être du charabia. Donc, typiquement, je suis safe. Quand je suis sur le site d'un fraudeur, je suis en HTTPS, la personne qui voudra intercepter ne verra rien. Par contre, le récepteur, donc la personne derrière qui est derrière le site web, elle reçoit toute l'information. Donc, quand je mets mon numéro de carte de crédit sur un site
frauduleux, même s'il est en HTTPS, ben, mon fraudeur derrière récolte l'information au même titre que si c'était du non HTTPS, admettons. Donc, ça, ça ne fait pas tout. C'est rassurant, mais pas suffisant, on va dire. Exact, exact. Okay. Au niveau des sites web, faire bien attention aux sites web qu'on visite. Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on décide de faire confiance à ce site web-là? Et quelles sont les données qu'on décide de transmettre à ce site web-là aussi? OK. Alors, Sarah, par rapport à cette expérience que tu as vécue, sans déflorer des secrets de protection, est-ce que tu as décidé de mettre des choses en œuvre, de mettre un plan d'action pour le futur pour éviter que les choses arrivent à nouveau? Oui, tout à fait. J'ai mis la double authentification sur tout. J'ai aussi appris qu'il fallait surtout pas laisser, je pense qu'on le fait tous, mais des fois on enregistre notre adresse courriel et notre mot de passe parce qu'on se dit bah je vais repasser, c'est mon ordinateur, il est ouvert, bah je le fais plus quoi. Je me reconnecte à chaque fois. Si je dois retaper mon adresse courriel, mon mot de passe. Mais c'est sûr que je vais encore, c'est quelque chose que je veux quand même faire de façon de réévaluer assez souvent quand même pour être sûr que voilà. Parce que quand j'ai été attaquée à nouveau une semaine après, j'ai eu vraiment très très chaud. Puis ma fille qui est sur les réseaux sociaux, tout de suite je lui ai écrit, je lui ai dit est-ce que c'est toi qui essayes de rentrer dans le compte parce que c'est elle qui fait les réseaux sociaux pour mon entreprise, la consultante en marketing. Et puis elle me dit non. Puis là j'ai dit non, il y a quelqu'un qui essaye là. Donc je peux pas me permettre. Donc oui, on l'a bloqué et puis on a rechangé très vite le mot de passe. Mais je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est ciblé? C'est pas ciblé? Enfin, moi, je suis une petite entreprise là. Je veux dire, mais c'est assez spécial. Puis, je voulais revenir sur un point de Bertrand par rapport au Québec. Et effectivement, pourquoi je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'entreprises m'en ont parlé, c'est qu'il y a eu des rançons dans le domaine de la lingerie, par exemple. Une très bonne entreprise, une entrepreneur québécoise a été rançonnée. Elle a refusé la rançon, donc elle n'a pas payé. Mais ils en sont à ce point-là, quoi. Moi, ils ont pris l'argent parce qu'il y avait de l'argent dessus. Mais voilà, quoi. Enfin, faut faire attention, là. Puis j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression, je sais que c'est le mal du siècle, en fait. Hein. On parle souvent de stress qui est un mal pour tout le monde. Ben, le stress aujourd'hui, c'est la cybercriminalité. De toute façon, ça, comme dit Bertrand et comme dit Emeline, ça rapporte. C'est un secteur qui rapporte et je pense qu'on a tous, même si on n'a pas des entreprises, ne serait-ce que par rapport au fait que nos données sont sur Internet et dans le web, le dark web et le deep web, on a tous à faire notre part. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est facile de le dire, enfin, c'est une phrase qu'on entend souvent, puis on se dit, ah ouais, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, mais bon, moi, ça ne m'arrivera pas. Et je vous dis encore une fois, moi, en plus d'avoir fait la double authentification avec Google, je me disais, c'est correct. Puis j'ai toujours réussi à récupérer parce que je sentais qu'on m'attaquait, mais enfin, je ne sentais pas qu'on m'attaquait personnellement, là, mais ouais, faites attention à vous et puis surtout pour vos données personnelles, vos photos. Et puis, je fais une petite parenthèse et faites attention parce que Facebook se décharge. Hein. Tu parlais tout à l'heure des banques, Emeline, qui se déchargent, mais Facebook se décharge. Puis c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas une enfant de 5 ans alors qu'ils avaient de 13 ans. Et je leur disais, mais ça fait 8 ans que vous avez une carte de crédit. J'aurais commencé à l'âge de 5 ans. Donc à un moment donné, ne vous dites pas, mais Facebook va m'aider ou ils n'en ont rien à cirer. Je m'excuse du mot, mais c'est exactement ça. On n'est rien pour eux. Alors voilà. Et pourtant, j'étais une entreprise qui payait de la publicité. Donc là, je vous parle en tant que vous, individuel, consommateur de Facebook dans le domaine privé. Dites-vous que si demain vous êtes piraté, on ne fera rien pour vous. Donc c'est mieux de ne pas tenter le diable. Merci Sarah. Alors, je voudrais maintenant basculer dans une thématique, c'est peut-être toi sur la partie humaine et méthodologique pour Emeline et Bertrand sur la partie, je dirais, outils. Emeline, quelles seraient les pratiques à mettre en place en priorité quand on est une petite, moyenne entreprise, au niveau de la prise de conscience, au niveau de la méthodologie, de la sensibilisation du personnel, etc., de l'entreprise? Quelles sont les priorités en fait, à mettre en œuvre pour s'affranchir autant que possible
de ces risques? Je vais refaire du pouce sur mon point de tout à l'heure concernant l'authentification sécurisée. Je sais, je le répète, je le rabâche et je le répète encore, mais c'est un point super important. Donc, authentification sécurisée, c'est tant au niveau du double facteur d'authentification qui est à activer partout, certainement, clairement, au niveau des mots de passe. Et on a eu une question justement, et ça va me permettre de faire le pont là-dessus. Est-ce que la solution est d'utiliser des générateurs de mots de passe à ce moment-là, comme LastPass, comme KeePass, comme OnePassword, comme toutes ces applications-là? Moi, j'aurais envie en fait, de ramener une notion par rapport à la cybersécurité qui est que la cybersécurité, c'est une histoire de compromis. C'est toujours, en fait, quel outil on veut utiliser, et puis cet outil-là, à quel point est-ce qu'il est sécurisé, et en plus d'être sécurisé, à quel point est-ce qu'il est fonctionnel. Donc, il y a comme cette balance toujours entre fonctionnalité versus sécurité. Est-ce que j'aime mieux faire un choix de peut-être avoir un petit peu moins de sécurité, mais d'avoir un outil qui est beaucoup plus fonctionnel pour pouvoir travailler, pour pouvoir que mes équipes puissent être fonctionnelles? C'est un choix. Est-ce que j'aime mieux que ce soit peut-être un peu moins fonctionnel, mais plus sécurisé? Bref, l'idée, c'est toujours ça. Moi, pour répondre à la question, oui, les générateurs, un gestionnaire de mots de passe, c'est clairement un outil que je recommande. En tout cas, que c'est beaucoup, beaucoup mieux que d'avoir le même mot de passe partout. C'est beaucoup mieux que d'avoir ces mots de passe enregistrés dans Google Chrome, dans son navigateur. Donc, c'est une solution qui, elle aussi, comporte peut-être des vulnérabilités, c'est certain, mais quand même, c'est quand même un très, très bel outil pour nous permettre d'avoir un mot de passe robuste, différent pour toutes les plateformes. D'autres pratiques que je verrais, c'est beaucoup, beaucoup au niveau des sauvegardes. Et puis là, je reste vraiment dans l'humain aussi là-dedans, de dire que, oui, avoir une sauvegarde, mais avoir plus qu'une sauvegarde. Et là, je reparle un petit peu de pas l'intégrité de la sauvegarde, mais plus de dire, OK, j'ai une sauvegarde sur mon Google Drive. Mais qu'est-ce qui arrive si demain matin, comme ça a été le cas pour Facebook dernièrement, Google Drive est down. Ils sont en panne pendant une après-midi. Puis là, à 14 h, j'ai un meeting, une présentation PowerPoint à faire. Puis le seul endroit où est-ce que j'ai ma présentation, c'est sur mon Drive. Donc, d'avoir un backup, d'avoir d'autres sauvegardes, de revenir peut-être aussi à des bonnes vieilles sauvegardes hors ligne, physiques. Et au niveau, quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup, beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est de diversifier sa visibilité numérique. On l'a vu avec Sarah, justement, le fait de, ouais, on est sur Facebook, on est sur Instagram, puis si ces deux plateformes-là pètent, pour quelle que soit la raison, on n'est plus visible. Et du moment où est-ce qu'on n'est plus visible, on n'est plus sur Internet, c'est comme si on n'existait plus. Notre business, Sarah nous l'a dit, sa business, c'est comme si elle n'existait plus, les gens ne pensent plus à toi. Quand tu n'es plus sur Internet, tu n'es nulle part, tu n'existes plus. C'est triste à dire, c'est un petit peu drastique, mais c'est le cas. Donc vraiment, la visibilité numérique. Et il y a beaucoup de personnes avec la panne Facebook dans les dernières semaines qui ont ressenti cette impression-là. Juste une après-midi de temps de dire, OK, c'est ça que ça fait quand mon Facebook est down, puis que j'ai plus de business qui rentre, puis que j'ai même pas le numéro de téléphone de mon client avec qui j'ai un meeting. Donc ça a sensibilisé un petit peu les gens à ce niveau-là. Et mon dernier point, qui serait vraiment là, c'est vraiment l'humain au cœur, c'est si vous êtes tout seul, c'est plus facile. Quand on est tout seul, c'est plus facile. Mais si vous êtes une entreprise vous avez une équipe, même si vous avez 1 employé, 2 employés, 5 employés, accompagnez-les. Accompagnez les membres de votre équipe et soutenez-les. Moi, je dis toujours que quand je parle parce que c'est ce que j'offre de la formation en entreprise sur les bonnes pratiques, quand je parle à un employé, je vais chercher sa motivation intrinsèque. Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait aujourd'hui? What's in it for me? Qu'est-ce que ça lui apporte de m'écouter? Lui, il s'en fiche peut-être de sécuriser l'entreprise. Moi, il me voit peut-être comme une personne qui va mettre des bâtons dans ses roues, dans sa fonctionnalité, dans ses tâches. Hein. Aller chercher la motivation intrinsèque de l'humain, à dire voilà ce que je t'amène aujourd'hui, puis voilà ce que tu vas pouvoir ramener chez toi aussi. Parce qu'en tant qu'individu, en tant que citoyen numérique, tes propres enfants vont pouvoir bénéficier de ces propres pratiques-là. Donc, de ramener à la motivation intrinsèque, puis d'accompagner. Vraiment, j'insiste sur ce mot, parce que, exemple typique, si demain matin, je mets en place un gestionnaire de mots de passe dans mon entreprise, puis là, que je fais juste pitcher à mes employés une capsule vidéo sur voilà comment le paramétrer, ben, c'est un peu donner accès à une plateforme, mais que personne ne va utiliser. Donc, l'utiliser, enfin, l'avoir juste pour se donner bonne conscience. Mais sinon, les faits, personne ne l'utilise, ça ne donne rien. Donc, d'aller vraiment plus accompagner, former les équipes, faire des petits groupes de 10, à dire, bon, ben voilà, on partage l'écran, on le paramètre ensemble, faire ça sous forme de jeu, d'activité. C'est une gestion du changement, les bonnes pratiques en ligne. Donc, vraiment d'accompagner l'humain parce qu'il restera toujours dans notre processus, il restera toujours dans notre équation, l'humain. Parfait, merci Emeline. Alors Bertrand, j'ai une question sur les outils, mais avant, j'ai une autre question à te poser. C'est que moi, en bon utilisateur, comme l'a dit Emeline, des outils, Google Drive, etc., j'ai le sentiment que quand je m'appuie sur des outils proposés en cloud, c'est le
le prestataire du cloud qui fait tout ce qu'il faut pour protéger mes données, mes accès, etc. Est-ce que j'ai raison d'avoir confiance? Oui, non, peut-être, à moitié. Donc, le diable est dans les détails par la réponse. Et pourquoi le diable est dans les détails? C'est que quand vous avez un service infonuagique, quel qu'il soit, et que qu'il soit gratuit ou payant, on l'a vu avec Sarah, c'est pas parce qu'on paye que le fournisseur infonuagique, qui est un monstre dans le monde, si on parle juste des GAFA, donc qui est un monstre d'entreprise, coté à plusieurs milliards de dollars. Vous imaginez bien que si vous faites une réclamation à Google, Google vous dira « fiche, c'est dommage ». Et ça s'arrêtera là. Donc, le sentiment de sécurité, le faux sentiment de sécurité que j'ai entendu des milliers de fois, même dans des grosses entreprises, il ne faut pas oublier, c'est Google. Google, ils ont plus de moyens que nous pour sécuriser. Donc, on peut faire confiance à Google. Oui, c'est vrai, Google est très sécuritaire de leur côté pour le service qu'eux utilisent, dans leur carré de sable à eux, pas pour ce qu'ils offrent aux clients. Quand ils offrent un service au client, je ne dis pas qu'il n'est pas sécuritaire, je dis juste que le client a la responsabilité de monter le service au niveau de sécurité acceptable. Parce que par défaut, quand vous réservez un service, il est au niveau le plus bas de sécurité. Et le niveau le plus bas de sécurité en 2021, il est facilement accessible aux cybercriminels. Donc, si vous prenez un service en vous disant « c'est Google, c'est Microsoft, c'est Apple, et je suis sécuritaire parce que ce sont des grands noms, ce sont des grandes marques », oui, si vous faites toutes les démarches qui incombent et recommandées par Google, Microsoft ou Apple pour sécuriser votre compte. Quand vous obtenez un compte Gmail, votre Gmail, il y a, je crois, plus d'une dizaine de recommandations de sécurité qui sont faites par Google pour sécuriser votre compte. Si vous n'avez jamais été dans ces recommandations pour les suivre un par un, step by step à la lettre, vous n'avez pas fait le processus de sécurisation de votre compte. Donc, quand vous aurez besoin d'aide, Gmail va vous dire « vous n'avez pas suivi nos recommandations, c'est dommage, donc on ne peut rien pour vous ». Okay. Bon, je ne suis pas rassuré, mais alors pour les outils, alors maintenant quand on est une entreprise, quelle que soit sa taille, est-ce qu'il y a des outils à privilégier pour sécuriser son système d'information? Alors, bien entendu, l'outil qui est le plus proche de vous, c'est votre ordinateur. Si vous vous dites, j'ai un antivirus, tout va très très bien sur ma machine, j'ai un antivirus et en plus, je paye une licence. Autant vous dire que dans le monde de la cybersécurité, on ne parle plus de virus, on ne parle plus vraiment de malware, on n'en est plus là. Ce ne sont plus considérés comme des cyberattaques complexes. On parle de APT, Advanced Persistent Threat, menace persistante avancée. Donc, ce sont des cyberattaques complexes et malheureusement, pour la plupart d'entre elles, l'antivirus se fait désactiver en quelques minutes. Donc, il y a des bypass pour faire justement bypasser l'antivirus. Alors là, vous avez la question que je tiens. Ah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ça existe encore, la vente d'antivirus? Pourquoi ils nous en vendent encore? C'est un logiciel. Si le logiciel se vend, ils ne vont pas arrêter de le vendre juste parce qu'il ne marche plus bien ou qu'il ne répond plus vraiment à la menace. On ne tue pas la poule aux œufs d'or, c'est complètement bête. Je veux dire, si ça se vend encore, pourquoi arrêterait-il de le vendre? Oui, mais si c'est plus efficace. Non, ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est que si vous regardez bien, tous les développeurs de logiciels antivirus vendent en plus des licences EDR qui, elles, sont beaucoup plus chères que la licence antivirus. Donc, tous les éditeurs de logiciels ont fait évoluer leurs licences et les licences les plus chères, donc ce qu'on appelle les EDR, Endpoint Detection and Response, qui sont littéralement de l'analyse comportementale. On avait un magnifique représentant qui œuvre dans le domaine de la cybersécurité, Karim Ghanamé, qui tout à l'heure était connecté, puis je ne le vois plus. Karim, qui est un excellent entrepreneur, qui a une solution next-gen pour les entreprises, pour justement, sur les petits réseaux d'entreprises, il a une solution formidable pour justement faire de l'analyse comportementale au niveau de la portion réseautique, ce qu'on appelle du Network Behavior Analysis, du NBA. Et il y a des solutions next-gen qui existent, nouvelle génération, mais il faut prendre la peine de les installer et de les implanter. Et puis, oui, ça coûte une couple de centaines de dollars par utilisateur par année.
Et c'est protéger ce qui est au plus proche de vous, c'est-à-dire ce qui vous permet de communiquer. Votre téléphone, comme le disait Emeline, votre ordinateur. C'est déjà commencer par cette portion-là de cyberhygiène proche de vous. Vous allez faire déjà une bonne partie du travail. Et puis ensuite, bien sûr, pour votre entreprise, naturellement, ce n'est pas parce que vous êtes dans le cloud que ça arrange tout. Si vous avez, par exemple, votre Google Drive qui est connecté et qui est enregistré comme un disque dur, donc vous pouvez littéralement faire Save As dans votre Word préféré ou votre Excel préféré et enregistrer directement sur votre Google Drive via Excel, sachez qu'un ransomware peut faire exactement la même chose. Donc, littéralement, vous vous retrouveriez avec des fichiers chiffrés, prêts à être rançonnés sur votre Google Drive, sur votre OneDrive, sur votre Dropbox, n'importe où. Donc, là encore, c'est très, très important de ne pas partir du principe que je suis dans l'info nuagique, plus de ransomware pour moi. C'est une erreur majeure. OK. Alors, je voudrais peut-être conclure un petit peu ce parcours en disant, comment peut-on savoir ce que les pirates savent de nous, en fait? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir si on est dans la ligne de mire et qu'est-ce qu'ils savent de nous? Est-ce qu'il y a des moyens de l'anticiper? Alors, oui. On est à peu près quelques centaines de milliers d'entreprises au Québec, et sur l'ensemble des recherches que l'on fait, depuis qu'on fait des recherches dark web, nos études montrent qu'on est à plus de 99,99% d'entreprises exposées, aussi petites soient-elles. Évidemment, pour le cas de Sarah, c'est un peu tard, mais oui, Sarah a été exposée, et c'est sûr que si j'avais pu lui dire qu'elle avait 5 itérations de son adresse Gmail dans le dark web, elle aurait peut-être changé son comportement avant. C'est toujours ce que j'essaie de dire aux entreprises. Si vous voyez un énorme Dodge Caravan noir devant chez vous, avec un gars, le coco rasé, des jumelles, qui est en train de regarder votre porte d'entrée, et ça fait 2 mois qu'il est là en train de regarder à la jumelle votre porte d'entrée, est-ce que votre comportement va changer? Est-ce que vous allez avoir suffisamment de malaise pour dire c'est pas normal? Et c'est pas normal-là, si on arrive à comprendre que 99,99% des entreprises sont des victimes potentielles parce qu'elles ont de la donnée qui a déjà leaké dans le dark web et dans le deep web, eh bien, elles vont pouvoir se dire, mais comment je fais pour avoir accès à ces données-là? Il y a plein de moyens. Il y a des moyens gratuits qui sont certes partiels, mais qui donnent une bonne vue. Have I been pwned, par exemple. Emeline, pendant que je parle, peut-être que tu pourrais mettre le lien directement dans le chat. Ce serait super utile. Et ce serait, donc, vous pouvez vérifier déjà que votre adresse personnelle, désolé, je donne des ordres à Emeline. C'est pas le but, c'est juste pour aider. Donc, il y a Have I been pwned que vous pouvez déjà utiliser, qui va déjà vous donner une vue sur l'exposition personnelle de votre compte. Merci beaucoup, Emeline. Et bien sûr, il y a des services d'investigation, comme c'est le cas pour notre entreprise, qui vont regarder la totalité des données qui ont leaké. Alors, quand je dis la totalité, là encore, vous imaginez bien que trouver sur 550 fois plus grand que le Web Surfacic la totalité des données, ce serait un mensonge de vous dire qu'on trouve la totalité. Ce serait même une très grosse erreur de ma part de vous dire ça. Mais on va vous donner une vue sur ce qui est la face visible de l'iceberg. Et au moins, cette phase visible de l'iceberg va vous aider à changer votre comportement, réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. Parce que chacun d'entre nous, avec son empreinte digitale, avec l'empreinte digitale de l'entreprise, a une surface d'attaque, aussi petite soit-elle. Voilà. Alors, je vais poser la question un peu de conclusion de ce webinaire, parce que le temps passe vite, qui peut être en lien avec l'expérience de Sarah. C'est, est-ce qu'on peut dire que quand on a été attaqué une fois, on a moins de chances d'être attaqué 2 fois? Non, et sur la majorité des victimes que l'on a, des attaques à date anniversaire, j'ai même une victime spécifique qui a été attaquée par le même type d'attaque à date anniversaire. Une année plus tard, même jour, je ne vais pas dire même heure parce que ce serait stupide, mais même jour,
elle a été attaquée par un moyen similaire à l'attaque précédente. Donc, partez pas du principe que c'est la même organisation cybercriminelle, ce serait une erreur de dire ça, on ne peut pas le savoir en réalité, dans la majorité des cas. Ce sont des reventes de dossiers. Donc, et ce qui se passe le plus souvent, c'est que vous avez une attaque par rançongiciel, ensuite ça va se faire par un AT ou un account takeover ou une cyberfraude ou la fraude aux techniciens bancaires ou la fraude aux fournisseurs, comme le disait Emeline tout à l'heure. Et partir du principe que on n'a jamais été aussi loin de la prochaine attaque parce qu'on vient de se faire attaquer, en fait non, on n'a jamais été aussi proche de la prochaine attaque. Donc, une victime reste une victime. Je dis souvent qu'il y a le CIO avant la cybercrise et le CIO après la cybercrise. Ce sont deux personnes différentes, pas parce qu'il s'est fait virer, non, parce que psychologiquement, il est très, très différent. Et puis, il a compris qu'il était une victime permanente. Donc, son attitude change. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour Sarah. Sarah, c'est une CEO qui nous donne la chance de témoigner parce que c'est très, très rare et je voudrais vraiment saluer ça. Et c'est vraiment un acte très altruiste de le faire. Et je suis sûr que Sarah reste maintenant beaucoup plus vigilante et sur ses gardes, pas parce qu'elle le faisait mal avant, mais parce qu'elle ne pouvait pas être consciente de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est en ça, Jean-David, que la rencontre que tu fais aujourd'hui est majeure. Et le travail que fait Emeline au quotidien d'ailleurs. Merci. Alors, on a un commentaire de Thomas qui dit « Selon certaines sources, 80% des entreprises qui payent une rançon se font attaquer de nouveau et dans 46% des cas par les mêmes pirates. » Donc, ça prouve que c'est des gens fidèles. Il y a une récurrence quand même. Oui, et c'est un gros souci, c'est que malheureusement, des organisations criminelles, 46% des cas, vous voyez, c'est pas dans 80% des cas, c'est les mêmes pirates, c'est juste la moitié. Donc, il y a bien d'autres organisations cybercriminelles qui sont à l'œuvre. Parfait. Est-ce que je pense qu'on peut poser une session de questions-réponses, même s'il y en a eu tout au fil de vos interventions? Est-ce que s'il y a quelqu'un parmi vous qui a des questions particulières, je vous invite à ouvrir votre caméra et à poser votre question. Puis que quelqu'un formule peut-être sa question, j'ai envie de mettre du pouce sur tout ce que disait Bertrand et envie de dire aussi de faire preuve de transparence tout au long du processus, de reconnaître qu'on a été victime. Et je trouve que Sarah est exemplaire par rapport à ça. Tout au long du processus, elle a tenu à informer sa communauté, elle a répondu à des questions, elle a fait des interviews et on a vraiment la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc, si j'ai un mot aussi, c'est mettez toujours l'humain. Il y a votre entreprise, oui, certes, mais il y a un humain derrière. Vous ressentez des émotions et c'est normal de vivre ces émotions-là. Et les gens ont besoin d'être connectés aux émotions et de savoir ce qui a été vécu, comment ça a été vécu, mais via les émotions. Donc, la transparence, vraiment, vraiment à mettre en première ligne. Super point, ouais. Parfait, donc je ne vois pas trop de questions supplémentaires. Donc, attendez, ça circule. Quand il y a une petite question là qui dit, pardon, je vais essayer de la récupérer. Quelle serait la meilleure pratique à mettre en place, autant sur son site, ses courriels, ses navigateurs? Je pense qu'on l'a couvert à travers les outils et les méthodologies. Protéger le site, j'aimerais ajouter que vous pouvez faire un WAF, un Web Application Firewall. Donc le WAF se voit devant le site, donc ça s'implante devant le site. Donc vous dites au cybercriminel, j'ai un WAF, je suis conscientisé en cybersécurité, et juste le fait de présenter ce service-là en amont de votre site envoie un message très fort au cybercriminel de dire « je ne suis pas la bonne victime pour toi ». Donc, ça fait partie de la réduction de la surface d'attaque, un WAF, WAF, donc il en existe plein, Cloudflare, Sucuri, Imperva Incapsula. Même si vous prenez le plus petit niveau de WAF, c'est déjà quelque chose, vous envoyez déjà un message fort. Pour ce qui est des courriels, même chose, l'anti-spam se voit aussi dans l'empreinte DNS de vos services. Et je suis désolé, je rentre dans des détails techniques, mais c'est important. Cette empreinte-là de votre anti-spam se voit par les cybercriminels. Donc, quand un cybercriminel a l'intention de vous faire une campagne de spam, il va voir tout de suite que cet anti-spam est présent. C'est pour ça que c'est très important de l'exposer. Et vous envoyez là encore un message fort au cybercriminel, ton taux de rentabilité ne va pas forcément être le meilleur avec moi comme victime. Donc, il faut envoyer ces messages-là au cybercriminel.
En fait, ça me fait penser aux personnes qui mettent des autocollants sur leur maison en disant protégé par des caméras vidéo, même s'ils n'en ont pas, en fait. Bah, tout à fait. En fait, il faut mettre l'autocollant et la caméra. Ouais. Et sérieux. Ok. Après, il y avait une autre question. Quand c'est les mêmes pirates, est-il possible de les retracer? Est-ce qu'on peut les retracer plus facilement quand ce sont les mêmes? Alors, au niveau du commun des mortels, vous, moi, le premier venu, non. On peut aller voir où ils sont dans le dark web et puis commencer à voir quels sont leurs échanges. Quand ils ont réussi à rançonner et voler de la donnée, ils ont un site sur le dark web. Je ne vous encourage pas à y aller parce que c'est dangereux. Et puis, vous y verrez les plus bas, les plus bas travers de l'humanité. Moi, père de famille, j'en suis déjà choqué alors que ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine-là, donc je ne vous conseille vraiment pas d'y aller. Mais en tout cas, sachez que oui, les États, les gouvernements font de plus en plus pour essayer de démanteler ces réseaux. C'est très compliqué parce que, comme vous imaginez bien que si ils avaient du succès avec les cartels de drogue, on n'entendrait plus parler de cartels de drogue à l'échelle internationale. Pourtant, on entend encore parler et là, il y a maintenant la SQDC au Canada. Donc, faut comprendre que je ne dis pas que la SQDC n'est pas cartel de drogue, c'est absolument pas ce que je viens de dire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a un processus de transformation qui s'opère et c'est pas parce que ce processus de transformation est là et est très positif que ça va éradiquer complètement la criminalité. Ce serait rêver. C'est vraiment à nous d'augmenter notre responsabilisation. Alors, ça me fait penser à une question un petit peu bizarre, mais quand une entreprise se fait attaquer et qu'elle paye une rançon vis-à-vis des impôts, est-ce qu'elle peut faire la preuve de ce paiement pour que ce soit déductible de ses impôts, entre guillemets? Est-ce que c'est une charge éligible, le fait de payer une rançon? Est-ce que j'ai jamais eu celle-là. Est-ce que la rançon est déductible des impôts? La réponse est absolument pas et surtout pas. Premièrement, parce que, vous ne voulez pas lier, vous voulez passer par un broker. Si vraiment vous voulez payer une rançon, ne faites pas vous-même passer par un broker. Très, très important pour éviter de vous mettre à risque. De base, ne payez pas, s'il vous plaît. Acceptez que vous avez perdu quelque chose, que vous avez été insouciant, un peu comme quand vous aviez une bague de famille et qu'elle vous a été payée volée lors d'un cambriolage, vous avez perdu, c'est tout. Vous avez été insouciant, vous avez joué, vous avez perdu. Donc, acceptez cet élément-là et puis voyez-le comme une opportunité. Alors, c'est très facile de le dire, j'en suis désolé, mais c'est une réalité. Donc, il faut accepter ce qui s'est passé et puis rebondir et aller plus loin. Non, ne payez pas. Si vous le faites, allez-y via un broker. Et non, vous ne pouvez pas récupérer cet argent ni auprès de votre assurance. Ça n'est plus possible. Ça a été le cas pendant plusieurs années, ce qui nous a mis à risque aussi, sachez-le. Et puis, non, ne le déclarez pas dans vos impôts. Ok. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière question parce que le temps passe, mais est-ce que les logins avec Google, au lieu de rentrer un mot de passe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une pratique plus sécuritaire, moins sécuritaire? Alors, l'IDP partagé, ce qu'on appelle l'IDP, c'est Identity Provider. Donc, le fait de faire confiance à un tiers, ça n'est pas une mauvaise chose en soi, ça n'est pas une mauvaise chose si tant est que votre processus d'authentification avec cet IDP est fort. S'il est faible partout, le problème reste le même. Et là encore, il y a aussi une partie que vous ne pouvez pas contrôler, qui est une autre vulnérabilité, qui est la portion entre cet IDP, qui lui est potentiellement bien fait, et le fournisseur de service. Donc, cette partie que vous ne pouvez pas contrôler et vérifier, là encore, c'est un pari que vous faites. J'aurais envie d'ajouter que ça revient encore une fois à mettre tous ces œufs dans le même panier, malheureusement, d'avoir la même connexion, le même identifiant de connexion pour plusieurs plateformes. Qu'est-ce qui arrive si celle-là est down pendant une après-midi? Exactement. Parfait. Écoutez, il me reste à vous remercier. Donc, merci Sarah pour ta transparence, parce que comme l'a dit Emeline, quelque part, tu contribues à l'intérêt général en partageant ton expérience et merci pour ça. En espérant qu'ils vont t'oublier, que tu ne vas plus être dans la cible du viseur.
Je vais prendre les services d'Emeline et de Bertrand, hein. On reste en contact, bien évidemment. J'ai fait certaines choses, mais oui, mais je pense que c'est important. Puis souvent, et je ferai juste une petite, comment dire, un petit témoignage par rapport à ça. Mais souvent, on a toujours peur d'annoncer qu'on a été victime de quelque chose. Et je ne veux pas faire le parallèle avec un viol, mais presque, dans le sens où quand quelqu'un se fait violer, on lui dit « Ouais, mais comment tu étais habillée ?» Et moi, quand je me suis fait hacker, on m'a dit « Ouais, mais bon, tu n'as sûrement pas fait tes authentifications. En gros, bah, c'est ta faute, quoi. » Et ça m'a mis un peu le doute parce que je me suis dit « Mais je pense que je l'ai mis, puis je ne savais plus trop. » Puis ça m'a vraiment mis en… Et c'est quand les journalistes sont venus que j'ai vu mes mails et j'ai vu qu'en fait, j'avais le double authentification. C'est pour ça que faites attention, parce que même le Google Authentificator, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas reçu l'information comme quoi on essayait de me hacker. Et je suis passée… donc, il a bien réussi à me prendre ça. Mais je crois que c'est important de quand même partager les choses parce qu'on a tendance à toujours vouloir tout garder pour soi, faire sur les réseaux sociaux comme si tout est beau, tout est bien. Puis c'est un peu aussi les temps dans lesquels on est. Moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été transparente. Quand ça se passe pas, ça se passe bien. Ça se passe bien. Quand ça se passe mal, je le dis pareil. Donc ça prend. Voilà. Et je crois que c'est important parce que ce qui m'arrive, je pars du principe que je n'aimerais pas que ça arrive aux autres. Et ce que je fais, même dans mon travail, ça a toujours été de faire et de donner un maximum à mes clientes comme j'aurais aimé qu'on me traite. Donc, c'est hyper important d'être solidaires tous ensemble et puis de se donner des informations parce qu'au final, ben, ça peut vraiment arriver à n'importe qui et je veux vraiment plus que personne ne ressente ce que j'ai vécu, tout simplement. Merci Sarah pour ça. Merci, un grand merci. Et puis Emeline, donc si vous avez été convaincu qu'il vaut mieux prévenir que guérir, appelez Emeline. Et si c'est trop tard qu'il faut guérir, appelez Bertrand. Donc c'est en ça où on a trouvé qu'ils étaient très complémentaires parce qu'Emeline est beaucoup dans la sensibilisation, la formation pour vraiment se préparer à d'éventuelles attaques. Et puis si jamais vous êtes attaqué, Bradley Rollins est un leader dans le marché canadien sur la cyberdéfense, la cyberattaque. Donc, je tenais à vous remercier aussi tous les deux pour votre contribution très riche sur un sujet qui est complexe, qui est difficile à appréhender quand on est novice comme moi. Donc, voilà, comme disait ma grand-mère, je me coucherai moins bête quand je me suis levé. Donc, merci pour ces contributions. Merci à chacun de vous. Et puis, on se retrouvera sur un prochain webinaire Agora Alliance très bientôt. Et puis, grand bonjour à tous les entrepreneurs venus d'ailleurs qui sont les entrepreneurs auxquels nous prenons soin chaque jour chez Agora Alliance. Bonne fin de journée à chacun et merci encore. Merci.